va commencer donc cette webconférence. Bienvenue à tous. Merci de participer à cette webconférence que nous organisons donc, avec l'association Action Innocence Monaco, qui est une association monégasque non gouvernementale qui existe depuis 2002 et qui intervient donc, dans les classes du collège jusqu'au lycée, ce qui représente à peu près 300 préventions par an, plus de 7000 jeunes qui participent à ces préventions. Et donc, l'objectif de l'association, c'est de sensibiliser à la fois les enfants, les adolescents, les parents, les équipes éducatives à un usage raisonné, responsable des outils numériques, à savoir bien se protéger. Et donc, ce soir, nous abordons la question du harcèlement et du cyberharcèlement, qui est un sujet malheureusement toujours d'actualité, puisque en France, en 2021, 18 enfants se sont donné la mort. Donc, pour dire les extrémités dans lesquelles ça peut malheureusement conduire. Et on constate qu'avec l'utilisation accrue des réseaux sociaux, même des plus jeunes, avant l'âge légal de 13 ans, puisqu'on rappelle que les réseaux sociaux, normalement, sont accessibles qu'à partir de 13 ans et 16 ans pour WhatsApp. C'est un contexte aussi qui favorise le harcèlement, l'utilisation de ces réseaux, avec des snaps, des photos envoyées en quelques secondes, les groupes sur WhatsApp ou Snapchat, mais on développera un petit peu ce point un petit peu plus tard. Et donc, des comportements sur Internet qui sont souvent le prolongement de comportements qu'on observe à l'école. Donc, d'où l'importance pour nous de traiter ces deux sujets, harcèlement et cyberharcèlement, puisqu'on ne peut pas forcément toujours les différencier. Au contraire, souvent, ils se répondent un peu ou sont en prolongement l'un de l'autre. Donc, le harcèlement, juste pour rappeler quand même sa définition, il s'agit de violences qui vont être répétées et qui engendrent la souffrance de la victime. La particularité d'Internet, c'est qu'il n'y a plus de limite, ni dans l'espace, ni dans le temps. Et ça a un impact d'autant plus puissant sur les victimes qu'elles vont avoir un sentiment non seulement d'impuissance, mais aussi d'insécurité permanente. Donc, dans une volonté de compréhension de ce phénomène et puis d'amélioration toujours de la prévention de ces situations, on a choisi donc de proposer ce thème ce soir, puisque malheureusement, c'est à peu près 10% des jeunes qui vivent une situation de harcèlement au cours de leur scolarité. Donc, ce soir, nous avons la chance d'avoir parmi nous Noémia Grouan, donc, qui est auteure du livre « De la rage dans mon cartable » et fondatrice de l'association Génération Solidaire. Donc, bonsoir Noémia. Bonsoir. Nous avons également Aurélie Bouvier, qui est donc animatrice multimédia au sein de l'association Action Innocence Monaco. Bonsoir à tous. Et puis moi-même, donc Audrey Isnard, je suis psychologue au sein de l'association Action Innocence Monaco. Et je suis également juriste, donc j'utiliserai aussi ces compétences-là sur certains points en fin de conférence, puisque nous avons malheureusement eu le désistement d'autres intervenants que nous aurions souhaité avoir ce soir parmi nous, mais avec qui j'ai pu échanger pour quand même vous apporter des éléments de réponse. Donc voilà, j'animerai les débats ce soir. Et donc, on va commencer avec Noémia Grouan, qui a accepté de nous faire un bref témoignage un petit peu de son vécu. Donc, on vous écoute, Noémia. Oui, tout d'abord, je suis vraiment ravie d'avoir pu être présente dans le cadre de cette webconférence. Donc moi, effectivement, j'ai été confrontée à ces situations de harcèlement au cours de ma scolarité. Et en l'occurrence, moi, ça a débuté à mon entrée au collège. C'est-à-dire qu'auparavant, je n'avais jamais été confrontée à ce type de situation. J'avais toujours été dans un contexte où j'avais plein d'amis, où je m'entendais bien avec tout le monde. Je n'avais jamais été auparavant en conflit avec un seul élève. Tout allait bien, j'avais de très bons résultats scolaires et j'aimais vraiment aller à l'école. Et le basculement s'est fait à mon entrée au collège, dans la mesure où j'étais dans un contexte, j'habitais dans une petite ville où il y avait 4 écoles primaires et un seul collège qui était très conséquent, qui pouvait accueillir un peu plus de 1000 élèves, donc 10-11 classes par niveau. Et en l'occurrence, dans cet établissement, en 6e, on pouvait choisir une option qui pouvait être une option sportive, une option culturelle, une option de langue étrangère renforcée. Et comme à l'époque, je faisais du basket en club, j'ai naturellement choisi cette option qui fait que je me suis retrouvée par hasard dans un contexte inconnu,
Je n'ai pas retrouvé d'élève qui a été avec moi en école primaire. Et de fait, je me suis retrouvée dès le départ un petit peu en situation d'exclusion et de mise à l'écart, puisque la plupart des autres élèves se connaissaient déjà, donc il y avait déjà des petits groupes qui étaient constitués. Et ce qui s'est passé, c'est que très vite, cette situation de mise à l'écart, d'exclusion, s'est transformée en situation de harcèlement. Et ça a commencé donc très tôt dans l'année, à peu près 1 semaine, 10 jours après la rentrée des classes. J'ai commencé dans un premier temps par devenir la cible de 2 filles, c'était les 2 meneuses. Et ça a démarré dans un premier temps par un surnom dévalorisant en lien avec mon physique, puis par un certain nombre de situations qu'on peut associer au harcèlement moral, verbal, des insultes, des humiliations, des propos humiliants, dévalorisants au quotidien. Et donc, comme dans la plupart des situations de harcèlement, ça a commencé par ces 2 meneuses et très vite, ça a été suivi par d'autres élèves dans la classe jusqu'à ce que je me retrouve seule face à toute une classe qui s'acharnait sur moi, avec certains qui agissaient directement, qui participaient aux violences et d'autres qui participaient indirectement de par le silence, la passivité et le rire, et donc qui étaient finalement complices des violences dont j'étais la cible. Et en l'occurrence, très vite, ça a pris de l'ampleur dans la mesure où par la suite, ces 2 filles ont été parlées sur mon dos à d'autres élèves de l'établissement. Donc je me suis retrouvée du jour au lendemain avec une sorte d'étiquette de victime symboliquement sur le front. Par la suite, à subir des situations de harcèlement, même de la part d'élèves que je ne connaissais pas, de d'autres classes, de 5e, de 4e, de 3e, qui venaient me traquer dans la cour de récréation, me bousculer dans les couloirs, me racketter à la cantine. Et donc, très, très vite, ça a pris énormément d'ampleur. Et comme j'ai été très déstabilisée par cette situation, parce que pour moi, à 11 ans, la violence gratuite, c'était inconcevable, je n'ai pas su comment réagir. Donc, j'ai testé différentes stratégies. Au départ, j'ai tenté d'ignorer, mais ça n'a absolument pas fonctionné. Ensuite, j'ai tenté de répliquer, mais pareillement, les situations de harcèlement se sont amplifiées. Et malheureusement, comme à l'époque, on ne parlait pas du tout du harcèlement scolaire, on n'avait pas ce terme pour exprimer ces violences répétées, très vite, je me suis complètement renfermée sur moi-même et je me suis mise à tout encaisser, à tout intérioriser. Ce qui fait que malheureusement, du fait de cette attitude, le harcèlement a continué et s'est répété jusqu'à la fin de cette année de 6e et par la suite en 5e, en 4e et en 3e. Donc concrètement, j'ai été confrontée au harcèlement pendant toute ma scolarité de collège, malgré le fait, d'ailleurs c'est important à souligner, que je ne retrouvais jamais les mêmes élèves dans ma classe. À chaque fois, c'était des élèves différents puisque c'était un gros établissement. À chaque fois, on était dispatchés. Mais néanmoins, la situation se répétait avec toujours le même schéma, toujours 2 filles meneuses qui étaient à la tête de ces situations, chaque fois 2 filles différentes, et le phénomène de groupe qui suivait le mouvement et qui du coup, très vite prenait de l'ampleur au sein de la classe et puis au sein de l'établissement. Donc, ça a été vraiment très compliqué puisque comme je ne comprenais pas la situation, je n'arrivais pas à en parler. Je n'avais pas de mots pour exprimer ces situations auprès de ma famille, auprès des adultes de l'établissement. Et du coup, quand je rentrais chez moi le soir, j'avais tout le temps le sourire. Je ne montrais pas du tout la détresse en fait, qui m'habitait à ce moment-là. Et c'est aussi, bien sûr, on peut imaginer ce qui fait que ça a pu durer aussi longtemps. Merci Noémia pour ce témoignage qui permet bien de se rendre compte des différentes étapes et de la progression de ce harcèlement. Est-ce que vous pouvez nous parler également du coup des conséquences que ça a eu pour vous à court terme et puis à plus long terme également? Oui, bien sûr. Alors effectivement, au niveau des conséquences, ça a été assez terrible, j'ai envie de dire, dans le sens où, alors sur le court terme, je dirais que j'ai pu identifier 3 grandes conséquences. La première conséquence, et malheureusement c'est souvent une conséquence systématique du harcèlement, la première conséquence pour moi, c'était la perte de confiance, la perte d'estime. À force d'être dévalorisée, rabaissée, humiliée au quotidien, j'ai très vite perdu toute confiance en moi. À un point où, à un moment donné, j'étais même incapable de regarder les autres dans les yeux. C'est-à-dire que les autres me renvoyaient tellement de méchanceté, de cruauté gratuite que pendant des années, j'ai marché tête baissée, au sens littéral du terme. Donc ça a été la première conséquence. La deuxième conséquence, ça a été une conséquence dans la sphère scolaire, dans la mesure où autant j'avais de très bons résultats, de très bonnes notes jusqu'en CM2, à partir du moment où je suis passée au collège, et ça a été quasi immédiat, dès le premier trimestre de 6e,
je me suis retrouvée en situation d'échec scolaire avec avertissement de travail sur mes bulletins, dans la mesure où, à ce moment-là, j'étais absolument incapable de me concentrer. J'avais toujours tous ces propos dévalorisants qui résonnaient dans ma tête, c'est-à-dire que même quand les autres ne les disaient plus, moi, je les entendais encore. Et quand je rentrais chez moi le soir, je n'avais pas du tout la tête à apprendre mes leçons, à faire mes devoirs, dans la mesure où je savais ce qui m'attendait le lendemain et où je n'étais pas capable justement de me concentrer en fait sur cet aspect scolaire. Donc la deuxième conséquence, ça a été une conséquence sur les résultats et sur la scolarité. Et la troisième conséquence qui est venue, je dirais, à la fin du harcèlement, à partir de l'année de troisième, ça a été une conséquence, je dirais, psychosomatique. C'est-à-dire que j'avais encaissé énormément de stress et d'angoisse qui s'est traduit par la suite par des brûlures d'estomac qui m'ont ensuite suivi des années après. C'est-à-dire que ça a commencé en fin de collège, donc à la fin du harcèlement. Et ça m'a poursuivi en fait des années après, même si le harcèlement a cessé quand je suis passée au lycée. Et au niveau des conséquences sur le long terme, ça a eu des conséquences extrêmement importantes sur la suite de ma scolarité, puisque même au lycée, quand le harcèlement a cessé, je me suis retrouvée malgré tout quand même en situation d'échec, puisque même si je n'étais plus harcelée, je n'arrivais plus à me concentrer en classe et j'avais accumulé un certain nombre de lacunes. Autre chose également, c'est qu'en passant au lycée, j'ai relâché la pression parce que tout allait bien. Et ce que j'imaginais pas, en fait, c'est qu'en relâchant la pression, toutes ces émotions négatives que j'avais encaissées, eh bien, elles sont remontées à la surface. Et paradoxalement, en fait, au moment de ma vie où tout allait bien, c'est-à-dire au lycée, eh ben, c'est là où ça a été le pire. C'est là où je me suis retrouvée en dépression. C'est là où je me suis retrouvée dans une situation d'échec plus, qui fait que j'ai dû redoubler mon année de seconde. Et honnêtement, avec le recul, réellement, ce qui a été le pire pour moi, ça n'a pas du tout été ces 4 années de harcèlement. Ça a été vraiment toutes les années qui ont suivi. Et je dirais que suite au harcèlement, il y a eu quasiment 10 ans de dépression, d'échec, d'incapacité à me projeter dans l'avenir, qui font que même des années après, j'avais toujours ces paroles négatives et dévalorisantes qui continuaient de résonner dans ma tête. Merci Noémia pour cette présentation. C'est assez touchant d'entendre quand même toutes ces difficultés que vous avez pu rencontrer. Et voilà, donc je rappelle que c'est quand même 10% des jeunes qui rencontrent une situation de harcèlement en tant que victime dans leur scolarité. Malheureusement, les filles ont tendance à être à peu près 3 fois plus touchées que les garçons, en particulier sur des formes de harcèlement qui vont être plutôt sexistes ou sexuelles. Mais voilà, on voit que dans votre cas, ce n'est pas forcément non plus sur cette forme-là. Oui. Du coup, une question qu'on nous pose souvent, c'est la question du profil des victimes. Et là, en quelques mots, ça nous paraît important de vous dire que vraiment d'avoir en tête qu'il n'y a pas de profil de victime. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs de risque. C'est sûr qu'un élève qui est nouveau et qui ne connaît pas du tout de camarades dans la classe, comme c'était un petit peu votre cas d'ailleurs, du fait de la taille d'établissement, par exemple, c'est un facteur de risque. Le fait de ne pas parler la langue aussi du pays, le fait d'avoir un handicap, il y a des facteurs de risque. Mais vraiment, le harcèlement, il peut toucher différentes personnes. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que nous, dans nos préventions, on rencontre aussi des situations comme ça qui émergent, qui se révèlent suite à nos interventions. On rencontre aussi tout type de profil de victimes. Et ce qu'on remarque toujours, c'est que les victimes, elles ont tendance à se sentir coupables et à se demander ce qu'elles ont fait, pourquoi ça leur arrive à elles. Et je pense que c'est important de se décaler de cette question du côté de la victime, de ce qui justifierait que ce soit elle plutôt que quelqu'un d'autre, pour les déculpabiliser. Ça, c'est vraiment déjà important dans notre positionnement, de soutenir la victime, de la déculpabiliser. Elle est pour rien dans ce qui lui arrive et tout le monde peut se retrouver victime du jour au lendemain. Et du coup, se décaler de cette question, alors, ça serait chercher où les causes du harcèlement. Alors nous, on vous propose d'explorer peut-être une autre piste qui va être celle du contexte. Est-ce qu'il y a des contextes qui sont plus à risque, plus propices au harcèlement? Et donc là, je vais passer la parole à Aurélie Bouvier sur ce point. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments? Oui, donc en effet, quand on aborde le harcèlement, on parle beaucoup du harcèlement scolaire et effectivement, l'école est déjà un milieu qui favorise ce type de violences, donc qui peuvent mener au harcèlement. C'est déjà effectivement l'école qui est un milieu contraint.
c'est-à-dire qu'on est contraint de côtoyer des élèves et un petit peu comme au travail, de devoir composer avec ces élèves-là. Donc, il y a différents lieux déjà de l'école aussi qui favorisent aussi le harcèlement. Ça va être la cour de récréation, hein, c'est ce qui ressort le plus. C'est assez difficile, effectivement, de pouvoir surveiller une récréation de par sa taille et aussi du fait qu'il y ait toujours des endroits propices aux violences qui soient sous couvert de la surveillance de l'adulte. Donc, c'est vrai que même si le harcèlement à ce côté visible aux yeux des témoins, ça reste aussi invisible au vu de la surveillance des adultes. Il y a aussi bien sûr les toilettes de la récréation, où là c'est encore un lieu qui peut être fermé et où il peut y avoir multiples violences. Et puis il va y avoir aussi la cantine. La cantine, voilà le moment de détente, mais qui va pouvoir tourner aux violences, aux colibés. Et c'est vrai que tous les lieux apparentés à l'école, du moins, pourraient être facteurs de harcèlement. On a ensuite, oui, la sphère cyber, donc tout le côté réseaux sociaux, messages, donc tout le côté numérique aussi. Et c'est vrai que cette sphère-là des réseaux sociaux favorise le harcèlement, d'autant plus, comme Audrey l'a bien indiqué, que ça va être une continuité de la journée à l'école et que c'est facile. C'est facile, c'est rapide. Au niveau de l'accès aussi, la plupart des élèves ont accès aux réseaux sociaux et donc peuvent communiquer sous cette forme-là. Et c'est vrai que nous, lors des préventions, on pose souvent la question des groupes WhatsApp. Et donc maintenant, il y a aussi les groupes sur Snapchat. Et donc là aussi, on a un contexte dans ces groupes-là où on retrouve pas mal de harcèlement. Les élèves n'en ont pas vraiment conscience plutôt, mais c'est vrai qu'il y a très souvent des soucis dans ces groupes-là. Et puis, il y a autre chose aussi du côté des réseaux sociaux, c'est le fait de se sentir un petit peu fort derrière son écran, de se sentir anonyme aussi, hein, sur les jeux vidéo. Quand on joue avec des inconnus, ben, on va se lâcher un petit peu plus dans la violence parce qu'on ne connaît pas. Et puis, le côté aussi où on connaît nos copains, ben, en fait, on se sent un peu fort derrière notre écran parce que finalement, on ne voit pas la réaction de l'autre. Là, on est en visio, on voit nos réactions. Mais lorsqu'ils sont sur les réseaux sociaux derrière leur écran, sur WhatsApp, sur Snapchat, sur Instagram, ils ne voient pas les réactions. Donc, ils ont tendance à faire cette escalade de la violence parce qu'il n'y a pas l'intonation aussi et parce qu'on ne voit pas la réaction aussi de ce que l'on provoque. Merci Aurélie. Donc, en effet, pour nous, il nous semble important de nous décaler de cette question du profil, de s'intéresser au contexte pour pouvoir réorienter aussi les moyens de prévention. Et donc, justement, nous proposons au sein de l'association Action Innocence des actions de sensibilisation aussi et de formation auprès des équipes éducatives. Donc, Aurélie, est-ce que vous pouvez nous présenter aussi un petit peu nos actions de prévention en général et plus spécifiquement celles des espaces des régulations des espaces, pardon, et de l'espace de parole régulé? Bien sûr, donc dans un premier temps, effectivement, vous présentez un petit peu les sujets que l'on aborde en prévention. Donc, c'est de la grande section jusqu'en troisième, voire seconde. Donc, en grande section CP et CE1, on a développé des modules sur l'empathie, sur le fait de développer l'empathie, de reconnaître l'émotion chez autrui, chez soi. Nous, on favorise ce développement de l'empathie pour pouvoir anticiper justement les situations de harcèlement. Vraiment donner tous les outils aux enfants afin de déceler chez l'autre quelque chose qui ne va pas. Et donc ensuite, à partir du CE2, on est plus sur le numérique, donc les dangers d'Internet. Donc faire attention à la webcam, la mauvaise rencontre. Ensuite, en CM1, on parle des jeux vidéo, les bons côtés et les moins bons. Ensuite, en CM2, on commence à aborder le harcèlement. Donc, avec d'autres sujets, on aborde aussi les réseaux sociaux, faire attention à la géolocalisation, aux informations personnelles. Et donc, on a vraiment un point d'orgue là sur le harcèlement, puisque c'est la première année qu'on en discute réellement avec les élèves. Et ensuite, en sixième, on a un module particulier sur le harcèlement et le cyberharcèlement. Donc, on a un petit jeu que les élèves apprécient beaucoup, où ils doivent mener l'enquête, savoir ce qui se passe avec un élève après les multiples violences
qu'il subit et de comprendre finalement aussi la progression des violences jusqu'au harcèlement. Ensuite, en 5e, on va plus particulièrement parler des réseaux sociaux, de l'image que l'on a, de la réputation, des nudes aussi, des effets des écrans sur la santé. Ensuite, en 4e, on va parler de la pornographie sur Internet, la facilité d'accès, le fait qu'on puisse être confronté sans en avoir forcément fait le choix, et de démonter un petit peu le mythe de cette industrie. Et ensuite, en 3e et en seconde, on propose un module sur les fake news et les théories du complot, donc en accord aussi avec les programmes qui, en histoire géo, évoquent aussi le sujet. Et donc, avec les équipes éducatives, on propose aussi une sensibilisation pour leur donner des outils qui font partie de tout un dispositif qui peuvent permettre d'encadrer, de prévenir le harcèlement. Alors, bien sûr, l'ambition n'est pas d'éradiquer complètement le harcèlement, puisque, encore une fois, en milieu contraint, forcément, il va y avoir des effets dominants-dominés. Hein, c'est un petit peu comme les animaux, il va y avoir cet effet-là forcément, mais d'avoir quand même des outils pour pouvoir repérer au mieux et pouvoir anticiper au maximum ce type de situation. Donc, je vais vous présenter, je vais vous partager mon écran, un petit diaporama donc, sur la régulation des espaces. Voilà, donc vous voyez bien? OK. Donc, la régulation des espaces, ça permet en fait d'établir des règles simples et précises pour donner un cadre à respecter dans différents lieux. Donc, tout à l'heure, on disait, hein, ça peut être la cour de récréation, les toilettes de la cour, la cantine. Alors, juste, je me rends compte que je ne peux pas passer mes diapositives. Hop. Voilà, donc, on peut réguler l'espace de la cour de récréation, les toilettes, la cantine. Et aujourd'hui, je voudrais aussi particulièrement aborder l'espace de parole régulé, donc qui peut être mis en place en salle de classe directement. Et nous l'avons expérimenté justement avec l'association à la demande des établissements en intervenant au niveau primaire et au niveau collège. Et donc, on a eu beaucoup de retours positifs sur ces interventions-là, puisque les élèves, comme les professeurs et les directeurs, nous ont dit vouloir continuer ces espaces de parole, puisque le but aussi de cet outil-là, c'est de le mettre en place régulièrement. Donc, lorsqu'on le met en place dès le plus jeune âge, dès la maternelle, ça peut être assez fréquemment instauré dans les rituels de tous les jours, donc au quotidien. Et puis, plus on grandit, plus on peut espacer ces espaces de parole régulés. Donc, on va pouvoir, par exemple, au collège, avoir une séance tous les 15 jours ou tous les mois. Donc, le principe, c'est vraiment comme un groupe de parole. Et ce qui est important, c'est de se mettre en cercle afin de se faire face et justement pouvoir voir les émotions et les réactions de chacun. Et donc, l'objectif, là, ça va être de stimuler l'empathie, hein, encore une fois. Donc, l'empathie et l'intelligence émotionnelle. On va pouvoir, donc, à cette occasion, pouvoir parler des émotions. Donc, on va vraiment avoir des règles précises sur comment les exprimer. Mais dès le plus jeune âge, on va pouvoir utiliser des petits smileys comme ça pour pouvoir exprimer « moi, je suis en colère, moi, j'ai peur, moi, ça va, aujourd'hui, je suis plutôt bien ». Et l'animateur, ça peut être donc le professeur, mais ça peut être un animateur qui est dédié pour ceci, qui va pouvoir animer cette séance, va relever à ce moment-là donc plutôt les émotions négatives. Donc, on se place en cercle et on respecte, comme je vous le disais, certaines règles. Donc, il y en a 5 au total. Donc, la première, c'est que c'est l'adulte qui donne et qui reprend la parole grâce à un bâton de parole. Donc là, c'est un petit exemple de bâton de parole et c'est important pour pouvoir avoir la parole sans être dérangé. Ensuite, la deuxième règle qui est très importante, c'est une émotion se dit et ne se contredit pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir chacun des émotions différentes. Nous, on l'expérimente aussi dans les classes de CP lorsqu'on aborde les émotions. C'est que face à un événement,
on peut tous avoir une émotion différente. Donc, c'est important de respecter l'émotion de chacun et de ne pas la remettre en cause. De ne pas dire, bah non, toi, tu ne peux pas être triste pour cette raison-là. Donc, ça, c'est une règle importante. Ensuite, une autre règle qui est importante, c'est qu'on ne se sert pas de l'espace de parole pour faire un jugement. Hein, c'est vrai que les adultes, ils peuvent avoir l'idée de cet espace de parole comme quelque chose de contraignant parce que ça va mettre le doigt, le focus sur des élèves. Ce n'est pas le cas, puisque cette règle précise de ne nommer personne, de ne désigner personne, de n'accuser personne. Donc, bien sûr, si c'est le cas, bah, il faudra rappeler les règles et peut-être exclure temporairement un élève vraiment du cercle et puis qu'il puisse regagner si jamais c'est le cas, mais vraiment de faire respecter ceci pour que ce ne soit pas vraiment un jugement. Voilà, donc je vous disais tout à l'heure, au niveau des émotions, donc, on va utiliser ces 5 émotions primaires, donc la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût, au plus jeune âge. Et plus tard, donc au niveau du collège, ça c'est important, hein, si c'est dans la continuité aussi de l'école maternelle et primaire, de pouvoir plutôt utiliser par exemple des régulateurs, par exemple entre 0 et 10, comment tu te sens, bah, plutôt 2, plutôt 3, on va plutôt faire parler ces élèves-là. Donc, ce qui va être intéressant aussi, c'est de pouvoir utiliser les ressources de la classe. Et c'est là aussi que l'animateur, il n'aura que le rôle de relais, dans le sens où il va donner la parole. Il va pouvoir lui-même aussi prendre la parole, hein, aussi pour pouvoir s'exprimer sur ce qu'il entend. Mais c'est vraiment les élèves qui vont pouvoir apporter la solution aux problèmes qui vont être évoqués pendant cet espace de parole. Et c'est vraiment cette intelligence collective qui va faire en sorte que le problème peut être résolu. Et nous, ce qu'on a eu comme exemple aussi, c'est que certains élèves qui étaient harceleurs amenaient eux-mêmes la réponse, amenaient des solutions. Et c'est pour ça qu'ils se sentaient libres de parler parce qu'ils n'étaient pas accusés, n'étaient pas pointés du doigt. Et ces élèves-là qui étaient soit harceleurs, soit suiveurs, mais qui étaient complices finalement de violences, qui pouvaient eux aussi peut-être apporter des solutions en disant bah, tiens, pour un tel, peut-être que bah, on pourrait tous être d'accord pour le laisser tranquille à ce moment-là ou pour arrêter de l'insulter. Donc, c'est voilà, donc effectivement, de pouvoir avoir cette réflexion aussi ensemble et apporter des idées, mais aussi l'animateur qui va pouvoir quand même fixer à la prochaine séance, un petit peu comme un ordre du jour, fixer vraiment un moment où on peut discuter de ce qui s'est passé la fois précédente. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, ce à quoi vous êtes engagé lors du dernier espace de parole, ça a été mis en place? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est réglé? Est-ce que ça va mieux? Donc, il faut s'assurer effectivement que ce qui a été dit a été appliqué. Donc, voilà, donc tout ça pour essayer d'avoir un meilleur climat en classe, même si, bien sûr, bien évidemment, on va toujours rencontrer des difficultés hein, avec les élèves, mais vraiment pouvoir retrouver un climat plus serein en classe. Merci Aurélie pour cette présentation. Donc voilà, effectivement, nous proposons ces services, on va dire, d'intervention, de prévention dans les classes, dans tous les établissements des Alpes-Maritimes, hein, puisque c'était aussi une question qui était posée là. Et à la demande des établissements, ou des fois, c'est les associations de parents d'élèves qui, avec l'établissement, du coup, nous sollicitent pour mettre en place ces préventions, des réunions auprès des parents. Et donc, à la demande des établissements aussi, ces espaces de parole régulés ou ces sensibilisations auprès des équipes éducatives, là, dans un objectif de prévention. Mais alors, justement, je vais redonner la parole à Noémia Grohan sur la question de comment faire pour repérer quand malheureusement la prévention n'a pas suffi et qu'on rencontre quand même des situations. Comment est-ce qu'on va pouvoir repérer et accompagner ces situations? Alors, effectivement, dans le cadre de ces situations de harcèlement, il y a un certain nombre de signes qui peuvent être repérés et alertés. Après, c'est très délicat parce que, étant donné que chaque cas est différent,
Voilà, ça va être à chaque fois des situations qui vont être complètement différentes. Mais par exemple, en signe qui peut alerter, par exemple, un enfant, un adolescent qui change totalement de comportement, qui, par exemple, devient insolent, devient agressif, devient violent, alors qu'habituellement, il n'est pas du tout, c'est pas du tout son caractère ou sa personnalité, qui change de personnalité. Ça peut être le signe qu'il a quelque chose à l'intérieur de lui qu'il n'arrive pas forcément à exprimer. Ça peut être aussi donc des changements de comportement. Un enfant, un adolescent qui va, à l'inverse, complètement se replier sur lui-même, rester tout le temps enfermé dans sa chambre, ou, des fois se réfugier dans les jeux vidéo, dans le virtuel, pour pas penser à la réalité. Sur le plan familial, ça peut être aussi sur le plan à la maison, des troubles du comportement alimentaire. Ça peut s'observer si, par exemple, l'enfant, l'adolescent, ne mange plus ou mange en très petite quantité. Peut-être qu'à la base, il y a eu une moquerie, qui a créé un trouble du comportement alimentaire dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, hein, qui peut être aussi, un refuge dans la nourriture. Ça peut être aussi, un signe qui peut alerter. Des troubles du sommeil, le fait d'exprimer un refus, d'aller à l'école aussi sans forcément donner de raison. Ça peut être aussi un signe, bien sûr, qui est susceptible d'alerter. Trouver des stratégies, des absences répétées, le fait de sécher les cours à plusieurs reprises. Ça peut aussi mettre en avant un mal-être qui peut être lié à une situation de harcèlement, qui peut aussi être lié à autre chose, mais qui peut potentiellement être lié à une situation de harcèlement. Et puis sur le plan scolaire, effectivement, les résultats scolaires, c'est quand même un signe, une brusque chute des résultats, c'est quand même forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça doit alerter, une brusque chute des résultats scolaires, comme ça a été le cas pour moi. Moi, à l'époque, je pense qu'on ne s'est pas posé suffisamment de questions. On ne parlait pas du harcèlement à l'époque, hein, mais c'est vrai que voilà, une brusque chute des résultats, ça doit éveiller la curiosité, savoir pourquoi, le pourquoi, des absences répétées également. Un comportement aussi, parfois un comportement très introverti en classe, ça peut aussi montrer que quelque chose ne va pas. Parfois, l'élève en question aimerait bien prendre la parole, mais il sait que s'il prend la parole, les autres peut-être vont se moquer de lui. Donc en fait, on n'ose pas prendre la parole. Ça peut être aussi voilà, un signe qui peut alerter. Voilà, des tendances aussi aux addictions, un refus dans les addictions. Je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de signes qui peuvent alerter. Et une fois qu'on a pointé du doigt cette situation, je pense qu'en tant que parent, il faut vraiment voilà, mettre son enfant en confiance et être dans l'écoute. Je pense dans un premier temps, déjà l'écoute, c'est extrêmement important. Et puis après, une fois que l'enfant a parlé, s'est exprimé, voir comment justement la situation peut être traitée au sein de l'établissement, donc se mettre en lien avec soit le directeur, enfin si c'est à l'école, le directeur ou la maîtresse, ou si c'est au collège, avec le chef d'établissement, le CPE, et puis voilà, pouvoir mettre en place une action tout de suite au sein de l'établissement pour stopper cette situation au plus vite. Et puis après, au-delà de ça, une fois que la situation a été traitée, avec succès, il faut toujours être vigilant. C'est-à-dire que même si à un moment donné, on se dit la situation finalement est solutionnée, mon enfant n'est plus victime de harcèlement, il faut toujours faire attention, rester vigilant à ce que ça ne recommence pas par la suite, parce que des fois, ça arrive, on arrive à traiter la situation et quelques semaines plus tard, ça revient. Et donc là, il faut que l'enfant puisse à nouveau reparler, se confier si ça recommence, bien entendu. Et après, il y a tout un accompagnement aussi qui est très important pour retrouver la confiance en soi. Parce que systématiquement, je le disais tout à l'heure, quand on est victime de harcèlement, le risque, c'est de perdre confiance, de perdre l'estime. Et surtout en cette période de construction qu'est l'enfance, qu'est l'adolescence, ça peut être extrêmement redoutable. Donc là, après, il faut faire tout un travail et ça peut passer par des activités, hein. Ça peut passer, par exemple, par le théâtre, par des sports de combat. Je sais que voilà, moi, j'ai accompagné des jeunes qui étaient confrontés à des situations de harcèlement et qui ont retrouvé leur confiance aussi par le biais d'ateliers d'écriture, par exemple, qui leur permettaient d'exprimer leurs émotions, et de pouvoir prendre du recul et de pouvoir, par la suite, voilà, savoir faire face aussi à ce type de situation, reprendre confiance. Voilà, donc il y a des petites astuces comme ça, mais c'est vrai que voilà, c'est important vraiment d'être attentif à ces signes et de toujours rester vigilant
Voilà, que ce soit d'ailleurs dans la famille ou au sein de l'établissement, les professionnels ont un rôle qui est très important parce que c'est eux justement parfois qui peuvent voir des choses. Et je pense qu'il y a une communication qui est très importante au sein des établissements. C'est-à-dire que si un professeur qui voit une situation, je pense que c'est important qu'il en parle aux autres pour voir si la situation se répète au sein d'autres cours, notamment au collège, puisque les professeurs parfois n'ont les élèves que quelques heures, voir si ça se reproduit dans d'autres cours, et là pouvoir effectivement pointer du doigt potentiellement une situation de harcèlement. Donc il faut une vigilance et mettre l'enfant, l'élève en confiance surtout. Merci Aurélia pour tous, pardon, Noémia. Merci Noémia pour tous ces éléments très éclairants. Alors, je vais prendre un petit peu la parole à mon tour, comme je vous disais, puisque nous avons malheureusement dû nous adapter en n'ayant pas tous les intervenants que nous souhaitions. Et nous voulions quand même aborder la question aussi des auteurs, puisque forcément, s'il y a du harcèlement, il y a des victimes, on a également des auteurs. Donc là aussi, une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce qu'il y a un profil type de harceleur? Est-ce que c'est lié à l'éducation, à la famille? Alors, je vais vous dire une première réponse assez évidente, c'est que évidemment, le jeune qui évolue dans un milieu familial qui encouragerait la violence, la désobéissance, voilà, des pratiques déviantes, il y a plus de risques qu'ils reproduisent les mêmes valeurs, les mêmes comportements. Ça, c'est assez logique. Un enfant qui lui-même subit de la violence dans son milieu familial peut aussi la banaliser, la reproduire, chercher à reprendre un rapport où il serait lui le dominant, là où il est peut-être dominé ailleurs. Donc oui, ça c'est une réalité, mais il faut vraiment se défaire de cette représentation-là du harceleur. Le harceleur, comme on l'a dit pour la victime, ça peut être tout profil, toute personne. D'ailleurs, nous, dans nos préventions, encore une fois, on a aussi rencontré des jeunes qui se sont reconnus eux-mêmes comme harceleurs. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir que nos préventions, parfois, elles ont cet effet aussi presque immédiat de jeunes qui viennent nous voir en nous disant bah, en fait, là, maintenant, je me rends compte que j'avais des comportements qui peuvent être assimilés du coup à du harcèlement. Et ben, du coup, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire maintenant pour arrêter, pour améliorer la situation? Donc, on essaye d'accompagner ça un petit peu rapidement déjà quand on échange avec eux. Et ces personnes-là qui ont reconnu ces faits ne correspondaient pas du tout au premier profil que je viens de vous décrire. C'est-à-dire qu'on a eu, par exemple, des élèves qui étaient premiers de la classe et qui s'en prenaient à l'élève qui était un peu plus en difficulté sur le niveau scolaire, notamment des filles entre elles, en imitant des TikTok, des choses comme ça, de manière moqueuse. Mais on a aussi beaucoup de cas où c'est les amis les plus proches, les meilleurs amis. Donc, les meilleurs amis, ça part d'une mauvaise blague, une réaction qui a fait un peu rager le copain, et puis on trouve ça très drôle de le faire rager. Et puis, ça dégénère. Et en fait, à un moment donné, on ne sait plus comment arrêter, comment changer de position. Et en plus, là, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a toute cette ambivalence où parfois, ils continuent d'être amis dans un certain environnement, des fois, par exemple, à l'extérieur de l'école. Et puis, à l'école, il y a quand même toutes ces moqueries, souvent en public. Parfois aussi, le côté sentimental, quand un jeune a des sentiments amoureux pour un autre et qu'il ne sait pas comment l'exprimer, il tente un petit peu de le masquer. Et en voulant le masquer, alors vous connaissez sans doute tous l'adage « qui aime bien châtie bien ». Je pense que ça, il faut vraiment essayer de se défaire de cette représentation-là aussi, parce qu'effectivement, c'est un mécanisme qui est utilisé par les jeunes, de taquiner pour ne pas montrer qu'on aime bien. Sauf que la taquinerie, souvent, elle est blessante. Et quand elle est répétée, ça peut devenir une forme de harcèlement. Donc, voilà, vraiment, c'est important pour vous, parents. Vous pouvez aussi être parent d'un enfant qui soit harceleur à un moment donné, qui soit même complice, comme nous disait Noémia, celui qui ne dit rien, celui qui rit de la situation à laquelle il assiste, celui qui, par peur peut-être d'être la prochaine victime, va imiter un petit peu le harceleur ou en tout cas se mettre un peu de son côté. Il peut se retrouver lui aussi complice finalement de harcèlement, il peut y participer. Donc, c'est important que vous, parents, vous ayez conscience de ça, de vous déculpabiliser aussi, vous défaire de cette représentation d'un parent qui serait trop laxiste ou trop strict avec son enfant, qui ferait que l'enfant, du coup, serait harceleur. Non, pas du tout. Nous, en tout cas, ce qu'on observe et le parti, on va dire, qu'on prend un peu, c'est de se dire que c'est plus lié à un contexte qu'aux personnalités des victimes comme des auteurs.
Et voilà, ça, c'est important de le prendre en compte aussi pour dédiaboliser cette image et vous dire que vous, parents, vos enfants, aussi angéliques soient-ils par ailleurs, peuvent parfois avoir ce type de comportement. Et ça, c'est important que vous l'ayez en tête pour pouvoir entendre, écouter votre enfant, l'accompagner et aussi pour pouvoir entendre les demandes des établissements scolaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un établissement scolaire qui vous contacte parce que votre enfant est suspecté d'avoir commis ce type d'acte, l'établissement n'est pas forcément dans une volonté de répression ou de jugement. Il veut simplement comprendre une situation, la traiter et puis s'interroger aussi sur peut-être quel mal-être il peut y avoir du côté du jeune qui harcèle. Peut-être que lui aussi va avoir besoin de soutien. Donc ça, c'est important que les établissements, évidemment, le perçoivent. Je pense que ça, ils en ont bien conscience. Mais que vous aussi, parents, vous puissiez le concevoir comme ça pour vous saisir des aides qui peuvent être apportées aussi à votre enfant qui harcèle. Et donc là, un autre point qui va être important, c'est de déposer plainte quand on est parent d'une victime. Déposer plainte pour la reconnaissance de la victime elle-même, dans son statut, dans sa souffrance, mais aussi pour l'auteur. C'est aussi, quand il s'agit de mineurs, ce n'est pas forcément rendre service à l'auteur de harcèlement que de vouloir minimiser. C'est-à-dire que la première réponse, elle va être souvent plutôt dans le cadre scolaire en termes de médiation, d'accompagnement, mais quand ça ne fonctionne pas, quand ça ne suffit pas, déposer plainte, ça va permettre d'enclencher d'autres mesures auprès des auteurs. Et des mesures qui ne sont pas forcément des sanctions. C'est-à-dire que dans les cas les plus graves, ça peut être une sanction, jusqu'à une sanction pénale, qui peut être une peine de prison pour des mineurs qui auraient plus de 13 ans. Mais ça va aussi permettre à la justice de mettre en place des mesures qu'on va appeler des mesures alternatives aux poursuites. Et c'est là qu'intervient notamment la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, qui propose différentes mesures d'accompagnement des auteurs. Mais pour qu'ils soient déclenchés, il faut qu'il y ait une plainte. Et vraiment, ces services-là, ils travaillent auprès des jeunes. C'est leur mission. Ils sont vraiment dans la bienveillance, dans le soutien de ces jeunes. Et nous avons eu la chance d'être associés justement à une de leurs actions sur un stage de responsabilisation auprès d'auteurs qui avaient commis des violences via Internet. Là aussi, d'ailleurs, en termes de profil, j'ai posé la question aux équipes qui m'ont répondu que, là encore, ils étaient issus de différents milieux sociaux, ils étaient scolarisés, en tout cas, au collège, au lycée, sans qu'il y ait forcément des résultats scolaires problématiques, sans qu'il y ait forcément de problématiques psychosociales par ailleurs. Donc, voilà, des personnes, des jeunes qui étaient là, d'âges différents, garçons, filles, sans profil particulier et qui, au cours de ce stage, donc sur lequel nous sommes intervenus aussi au travers d'une proposition autour du théâtre, vise à leur faire comprendre l'impact que ça peut avoir sur la victime et on va être vraiment sur de l'accompagnement et pas seulement sur de la sanction. Donc voilà, tout ça pour en arriver à la conclusion qu'il faut se défaire de nos représentations, que ce soit du côté de la victime ou de l'auteur, et vraiment être ouvert à l'échange avec le jeune. Qu'il soit harceleur ou victime, c'est en tout cas un jeune qui souffre au moins de cette situation-là, qui soit témoin également, ne pas minimiser non plus l'enfant qui est témoin et qui souffre aussi de ce sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir protéger, de ne pas pouvoir se positionner comme il le souhaiterait, pas toujours réussir à dénoncer la situation. Donc, face à toutes ces situations, vraiment, le mieux qu'on puisse faire, c'est déjà d'ouvrir le dialogue avec l'enfant et avec l'établissement scolaire pour réfléchir aux mesures qui seront les plus opportunes. Et donc, avant de passer au temps de questions-réponses, je vais demander à Aurélie de nous présenter justement les services dédiés aussi qui peuvent être des ressources quand on est face à cette situation. Donc, on va vous présenter quelques numéros utiles et services qui peuvent vous apporter du soutien. Oui, donc le temps de partager mon écran. Pardonnez-moi. Voilà. Voilà. Donc, les numéros utiles qu'on dispense aussi dans toutes les classes. Donc, le fil santé jeune, le 08 235 236.
enfants en danger, donc le 119, numéro gouvernemental, le Net Écoute, donc le 3020, et ensuite le 3018, pardon, et le non-harcèlement, donc pareil, un numéro gouvernemental, le 3020. Donc, c'est important aussi, hein, ces ressources-là pour les élèves, parce que c'est vrai que parfois, ils ne trouvent pas écoute à la maison ou même auprès de leurs amis. Donc, c'est important aussi que les enfants, que les adolescents puissent avoir ces numéros-là pour toujours trouver quand même une écoute. Merci Aurélie. Et puis une précision supplémentaire, c'est vraiment primordial que vous ayez recours au contrôle parental. Nous, on interroge les jeunes dans les classes sur ceux qui en ont un d'installer sur leurs différents outils numériques, hein, que ce soit l'ordinateur, la tablette, le smartphone, la console de jeux vidéo. Et il y en a encore trop qui nous disent qu'ils ne l'utilisent pas. Alors certes, au collège, des fois, ils savent un petit peu les débloquer ou voilà, mais plus vous l'installez jeune et plus vous l'utilisez comme vraiment un outil de protection de votre enfant, hein, ça porte un peu mal son nom selon nous, parce qu'ils y voient un côté contrôle, alors que l'idée, c'est vraiment de voir sur quoi ils peuvent tomber. Et ça a permis à des parents de déceler des situations de harcèlement parce qu'ils ont constaté que subitement, leur enfant recevait une quantité de messages astronomiques. Donc, vraiment, installez le contrôle parental, discutez-en avec votre enfant, instaurer une charte d'utilisation numérique familiale pour vous mettre d'accord sur la façon d'utiliser les différents écrans avec vos enfants et donc ce contrôle parental aussi en fonction de leur âge. Et une dernière application, peut-être Aurélie, tu peux dire un petit mot sur Bodyguard? Oui, je vais même partager mon écran de nouveau pour qu'on puisse avoir le visuel. Donc, vous voyez là? Audrey, vous voyez? Oui, oui, on le Oui. voit. Donc, Bodyguard, là, qui se trouve au centre, donc c'est une application là, dont on parle depuis cette année, donc qui est disponible sur YouTube, Instagram, Twitch et Twitter, qui va permettre en fait de filtrer les contenus haineux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le robot détecte un contenu haineux, ça va être directement supprimé. Donc en fait, l'enfant, l'adolescent ne va même pas voir le message. Ça va être stocké dans une partie qu'on pourra consulter éventuellement, mais lorsqu'il consulte ses réseaux sociaux, il ne va pas du tout voir ses commentaires. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on recommande à partir de l'âge de 13 ans, puisque légalement, on peut avoir ces comptes-là à partir de l'âge de 13 ans. Et vraiment, Bodyguard est très bien fait. Je vous conseille de tester l'application. Merci Aurélie. Alors, je ne sais pas si Noémia, vous avez pu voir un petit peu, il y a plusieurs questions qui vous ont été adressées au cours de la webconférence. Donc, si je les reprends un petit peu dans l'ordre, est-ce que vous auriez quelques mots à nous dire sur la réaction des adultes face à vos changements de comportement à vous lorsque vous avez vécu le harcèlement au collège, donc les adultes au sein de l'établissement ou vos parents? Alors oui, bien sûr. Alors effectivement, moi, il se trouve que dans mon cas, c'est passé complètement inaperçu, alors qu'effectivement, il y a certains signes, hein, bien sûr, qui auraient pu alerter la chute des résultats scolaires, le comportement totalement introverti en classe, les absences répétées, parce que je trouvais des stratégies d'évitement, je faisais semblant d'être malade, même à quelques reprises, j'ai séché les cours pour pas me retrouver face à ces filles qui m'agressaient. Donc il y avait effectivement quand même des signes qui auraient pu alerter. Mais malheureusement, je pense que il y a souvent plusieurs paramètres qui rentrent en compte et qui font que dans un contexte bien précis, on peut passer à côté de certaines situations, mais que ce soit au sein de la sphère familiale ou au sein de l'établissement, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de questions qui se sont posées, parce qu'il y avait effectivement des réunions parents-professeurs et ma mère se rendait à ces réunions, mais à chaque fois, c'était des constats qui étaient énoncés. C'est-à-dire qu'en gros, on disait à ma mère, votre fille, ça va pas du tout, votre fille, ses résultats scolaires, c'est une catastrophe, elle prend jamais la parole en classe, elle est complètement introvertie, elle a beaucoup d'absence. Mais finalement, on n'a jamais cherché la raison, le pourquoi de ces absences répétées, de ce comportement introverti, de cette chute des résultats scolaires. Et si à un moment donné, on avait cherché à pointer du doigt la raison, peut-être qu'on aurait pu faire ressortir finalement cette situation de harcèlement dont je n'arrivais pas à parler de moi-même de manière spontanée. Mais si on m'avait donné la possibilité,
Moi, j'attendais que ça. J'attendais que ça, qu'à un moment donné, à la fin d'un cours, il y a un professeur qui me dise de rester à la fin du cours et qui me dise, voilà, Noémia, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que tu veux en parler? Moi, j'attendais que ça, mais en 4 ans de harcèlement, ça s'est jamais posé. Alors, c'était des faits qui étaient très vicieux, hein, c'était très sournois, donc la plupart du temps, c'était dans le dos des adultes, des professeurs. Mais je sais quand même néanmoins qu'à quelques reprises, et je me rappelle notamment d'une situation bien précise en troisième en cours de musique, où en plein cours, une des filles meneuses qui était 2 rangs derrière moi s'est levée en fait en plein cours pour faire semblant d'aller mettre quelque chose à la poubelle. Et en passant, a fait exprès de me mettre une sorte de pâte à fixe ou de chewing-gum dans les cheveux. Bien entendu, la réaction de la classe entière a été d'éclater de rire, vraiment un éclat de rire de l'ensemble de la classe. Et c'est vrai que le professeur était 2 rangs devant moi et malheureusement, ce professeur n'a eu absolument aucune réaction. Aucune réaction. Donc le problème, c'est que cette non-réaction a légitimé l'action des harceleuses qui se sont dit, bah, d'une certaine manière, on peut continuer en toute impunité, hein, et a légitimé le propre sentiment de honte et de culpabilité qui m'habitait, dans le sens où je me suis dit, si les adultes, quand ils voient, ils réagissent pas, c'est forcément que d'une manière ou d'une autre, j'ai dû mériter cette situation. Et donc, voilà, malheureusement, c'est vrai que ces quelques événements où ça a été vu, où il n'y a pas eu de réaction, font que pour moi, c'était très, très compliqué de faire le pas d'aller vers l'adulte. Si l'adulte était venu vers moi, j'aurais parlé, mais c'était très compliqué. Et au niveau de la sphère familiale, il y avait un contexte un peu particulier dans le sens où il y avait beaucoup de tensions entre mes parents. Donc, c'était ma mère, en l'occurrence, qui gérait tout le quotidien, les 3 enfants, le travail, etc. Et je pense que la tête dans le guidon, en fait, c'est ce qui fait qu'elle a pu passer à côté de certains signes qui pourtant auraient pu l'alerter. Et notamment aussi parce que j'ai un grand frère qui a 7 ans de plus que moi. Et il se trouve que mon grand frère, dans sa personnalité, il racontait tout à ma mère. En fait, il lui racontait tout. Dès qu'il y avait quelque chose, il lui racontait. Donc, sur cet exemple de premier enfant, forcément, ma mère s'est dit, bah, si jamais ma fille a quelque chose qui ne va pas, pour elle, c'était évident que j'allais en parler, en fait. Et le fait est que souvent, entre frères et sœurs, on a des personnalités, des caractères très différents. Et autant mon frère pouvait tout dire, autant moi, j'étais incapable de mettre des mots sur ces situations. Donc, je pense qu'il y a tout un contexte à l'époque qui a favorisé malheureusement cette situation à durer dans le temps, quoi. Merci, Noémia. Alors, effectivement, je pense que c'est important aussi. Souvent, on nous pointe les non-réponses des professeurs. Et donc, c'est vraiment important de les former, de les sensibiliser. Je pense qu'eux-mêmes peuvent être sidérés face à ces situations. C'est-à-dire Oui, qu'eux-mêmes ne s'attendent pas à voir de telles violences entre des enfants, des adolescents. Et ils peuvent être eux-mêmes choqués, sidérés ou vouloir le banaliser pour finalement que ce soit plus acceptable en fait pour eux. Et donc, c'est vraiment important de les former. Donc, nous, on propose, comme on l'a dit, certaines actions de sensibilisation auprès des équipes éducatives pour mieux repérer, pour mieux accompagner. Voilà. Après, ça, c'est à la charge des établissements aussi de s'en saisir éventuellement. Et puis après, il y a toujours une question de personnalité aussi de chacun. On n'a pas tous la même sensibilité là aussi, malheureusement, parfois, voilà, même dans le corps enseignant. Alors, je vais répondre à deux, trois petites questions par rapport aux auteurs et puis ensuite, je redonnerai la parole à Noémia. Je vois qu'il y a des questions sur comment peut-on prévenir que notre propre enfant, pour éviter qu'il soit harceleur. Alors, c'est un peu, voilà, je n'ai pas de réponse toute faite à vous dire ce qui empêcherait que quelqu'un soit harceleur, puisque comme on vous l'a dit, c'est plus lié à un contexte qu'à vraiment sa personnalité, son éducation. Après, un élément quand même qui me paraît important dans la prévention, et comme le disait Aurélie tout à l'heure, que nous, on essaie de développer dès la maternelle, c'est l'empathie. C'est-à-dire que plus vous apprendrez à votre enfant à identifier déjà ses propres émotions, à mettre des mots sur ses propres émotions et à les identifier chez les autres, plus ça diminuera le risque qu'il commette ce type de comportement parce qu'il sera plus vite envahi par de la culpabilité en voyant et en imaginant déjà l'effet que ça peut produire sur ses camarades. Donc vraiment, l'empathie, c'est quand même un élément de prévention important que nous, on essaye aussi de développer. Maintenant, voilà, il y a toute la question des contextes où ça, c'est aussi à l'école de le prendre en charge et aux parents quand c'est à la maison et sur Internet.
Il y a une petite question aussi sur comment distinguer ce qui relèverait d'un problème et des changements liés à l'adolescence. Alors, c'est vrai que ça, c'est compliqué parce qu'à l'adolescence, voilà, je vois Noémia qui confirme, c'est une phase assez sensible hein, où il y a tout un tas de changements qui font que l'enfant va avoir des sautes d'humeur, changer de comportement, etc. Mais je pense, et Noémia, vous pouvez me compléter bien sûr, je pense que comme l'exemple que vous venez de prendre d'ailleurs entre votre frère et vous, c'est que plus on va ouvrir le dialogue avec l'enfant, plus on va s'intéresser à ce qu'il fait et plus on va lui permettre en tout cas d'en parler, donc d'identifier s'il y a un problème, plutôt que de partir du principe que l'enfant va en parler spontanément. C'est-à-dire que plus on aborde ce type de sujet et on s'intéresse chaque jour à la journée de l'enfant, à ses émotions, plus ça va lui permettre d'en parler. Je ne sais pas si vous voulez compléter aussi. Non, bah, effectivement, enfin, je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai qu'à l'époque, moi, ma mère n'avait jamais évoqué en fait ces situations, c'est-à-dire que ces violences gratuites, enfin moi, quand je suis rentrée au collège, pour moi, c'était inconcevable. Ça n'existait pas. Pour moi, le harcèlement, il n'y avait pas ce terme à l'époque déjà. Enfin, en milieu scolaire, on n'avait pas ce terme harcèlement pour déterminer ces violences répétées. Mais pour moi, c'était impossible. C'était juste impossible de s'acharner sans aucune raison sur un autre. Et c'est vrai que peut-être d'une certaine manière, si on m'avait dit avant que ça pouvait exister et que si ça existait, quelles étaient les solutions et que surtout il fallait en parler, je pense que ma réaction aurait été bien différente puisque voilà, ça aurait été une situation plausible auquel j'étais susceptible d'être confrontée. Et si j'étais confrontée, j'aurais eu les solutions pour y faire face. Là, ce qui vraiment m'a mis dans un état de sidération, c'est que pour moi, c'était une situation totalement inconnue qui n'avait absolument aucun sens. Donc, c'est pour ça aussi que je n'ai pas su comment réagir. Merci pour ces éléments qui en plus permettent de répondre du coup en partie en tout cas à une autre question qui est posée au sujet de comment faire comprendre à notre enfant qui serait éventuellement victime. Donc comme vous l'avez dit, hein, le fait déjà de parler du phénomène, qu'il puisse identifier ce phénomène, ça va lui permettre peut-être de se reconnaître comme victime. Après, toutefois, moi j'apporte aussi une nuance sur le fait que des fois, nous, adultes, on va aussi voir de la violence ou porter, nous, un regard sur les choses qui sera différent pour l'enfant. Donc, il ne faut pas non plus, justement, créer de la victimisation là où il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire à un enfant, bah, si là, tu es victime, forcément, ça te fait souffrir, tu ne vois pas ce qu'on te fait. Parce que si l'enfant, lui, ne le vit pas comme ça, c'est vous qui allez lui faire voilà, peut-être souffrir de quelque chose qui ne le faisait pas souffrir jusque-là. Par contre, comme l'a présenté Noémia, hein, c'est vrai que de dire que certains comportements ont un nom, et notamment, là, on parle du harcèlement, mais c'est vrai pour tout un tas d'autres formes de violence, en fait. Et que l'enfant a le droit de parler, que l'enfant a le droit de dire non, que l'enfant a le droit d'être protégé. Voilà, amener ces éléments-là, ça lui permettra à lui peut-être de se reconnaître, mais il faut que ça parte de lui. Ce n'est pas à vous de mettre des mots sur ce que votre enfant vit si lui ne se reconnaît pas là-dedans. Et alors, du coup, Noémia, il y a une autre question qui vous est adressée, qui est comment avez-vous fait à sortir justement de cette dépression et de ce cercle vicieux dans lequel vous étiez enfermée? Ah oui, ça c'est une très bonne question. Ça a été, en ce qui me concerne, ça a été très très compliqué. Enfin, ça a été vraiment ce que je peux qualifier de parcours du combattant. Ça a duré des années où finalement je me retrouvais dans une sorte de schéma répétitif où j'avais plus du tout confiance en moi. Donc j'étais en situation d'échec, j'arrivais plus à me projeter dans l'avenir. Donc en fait, ma scolarité de collège, mais aussi de lycée, a été extrêmement compliquée. J'ai quand même obtenu mon baccalauréat, mais même par la suite, ça m'a poursuivi en fait d'un point de vue professionnel. Ça a eu un impact redoutable. C'est-à-dire que j'ai jamais pu aller au bout des différents cursus universitaires ou professionnels que j'ai commencé parce qu'à chaque fois, je retombais en dépression. Donc, je retombais toujours dans des schémas d'échec, de dévalorisation, d'auto-dévalorisation, en fait. C'est-à-dire que même si les autres me répétaient plus ces propos, c'était moi-même qui m'auto-condamnais, en fait, d'une certaine manière. Donc, c'était assez terrible. Et je pense qu'il y a deux choses qui m'ont permis de sortir de cet état, de sortir de ce schéma dans lequel j'ai l'impression d'être installée comme avec une sorte de boulet du passé que j'avais attaché à la cheville. Et, chaque année, en fait, je pensais m'en être débarrassée et chaque année, je me rendais compte qu'en fait, il était toujours là. Et il y a deux choses qui m'ont aidée. La première chose, je dirais que c'est l'écriture. Et notamment, j'ai écrit effectivement ce livre témoignage de la rage dans mon cartable qui retrace mon parcours personnel.
En fait, j'ai eu l'écriture comme exutoire dès toute petite, en fait, dès très jeune, dès que j'ai commencé à subir ces situations de harcèlement. Ce que j'arrivais pas à exprimer verbalement, en fait, je l'exprimais au travers de l'écriture. Et ça m'a sans doute permis de tenir la tête hors de l'eau pendant toutes ces années de harcèlement, mais aussi les années qui ont suivi, puisque, voilà, comme vous l'avez compris, les années qui ont suivi ont été aussi extrêmement difficiles. Donc, l'écriture a été vraiment quelque chose de très positif pour moi. Et à côté de ça, j'ai eu beaucoup de chance par la suite, puisque j'ai eu la chance de faire des rencontres valorisantes sur ma route. Et c'est là où on se rend compte du poids des mots. C'est là où on se rend compte à quel point un mot négatif répété peut totalement détruire. Mais à côté de ça, un mot positif, valorisant, le fait d'entendre tu peux, tu es capable, tu as du potentiel, tu as un talent, et on a tous des talents à l'intérieur de soi, eh bien, ça peut faire justement surgir tout un tas de qualités, de potentiel qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Et moi, j'ai eu la chance, voilà, par la suite de rencontrer des personnes valorisantes qui ont su me redonner cette confiance en moi qu'on m'avait volée. Et ce qui m'a vraiment permis de sortir de cet état de dépression par la suite, ça a été justement d'en faire une sorte de combat personnel, c'est-à-dire de quelque chose de négatif, en faire quelque chose de positif, de donner du sens. En fait, pour moi, les actions que j'ai commencé à mener, justement, notamment en créant cette association, parce que du coup, j'ai créé une association qui s'intitule Génération Solidaire. En créant cette association, en fait, je me suis dit, moi, j'ai eu la chance de m'en sortir. Malheureusement, tout le monde n'a pas eu cette chance. Il y a eu énormément de drames, de suicides d'enfants, d'adolescents très jeunes liés à ces situations de harcèlement et de cyberharcèlement. Et moi, je me suis dit, j'ai eu la chance de m'en sortir. Aujourd'hui, peut-être que je peux essayer de jouer un rôle pour que d'autres ne passent pas par là où je suis passée. Et en fait, ça a donné du sens à quelque chose qui n'en avait aucun. C'est-à-dire le fait de subir une situation de harcèlement, ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça a détruit ma scolarité, ça a détruit mon adolescence, ça n'a aucun sens. Et donc, la reconstruction, en fait, elle s'est faite en donnant du sens à quelque chose qui n'en avait aucun, et justement en décidant, voilà, de mener des actions de prévention, de libérer la parole auprès des jeunes. C'est vraiment ça qui, je pense, a été le point de ma résilience, en fait, et qui m'a permis de sortir, en fait, de cet état dans lequel j'ai été pendant très longtemps. Merci Noémia. Alors, il y a une dernière question qui avait été posée là en amont, qui avait été adressée à l'association. Donc, concernant la violence des jeunes, est-ce que s'ils sont violents en primaire, ça risque d'être des harceleurs plus tard? Donc, bien évidemment, un élève qui commettrait des comportements violents et à qui on n'apporterait aucune réponse risque de continuer en fait à produire cette violence. Il peut avoir en plus un sentiment d'impunité, c'est se dire, moi, voilà, de toute façon, il n'y a pas de sanction en face, donc je peux faire ce que je veux, ce qui d'ailleurs n'est pas du tout rassurant pour un enfant, hein. Ne pensez pas que sanctionner l'enfant, ça soit lui faire du mal. Au contraire, l'enfant a besoin de sanctions quand elles sont proportionnées, quand elles sont justes et qu'elles ont du sens pour eux. Ça vient poser des limites qui sont importantes pour l'enfant et pour l'adolescent, qu'il réinterroge justement souvent à l'adolescence, en mettant un petit peu à mal le cadre parfois, parce qu'il a besoin qu'on le lui rappelle. Donc oui, un enfant qui aurait été violent petit et qui n'aurait pas du tout été accompagné par rapport à sa violence, bien sûr, peut s'inscrire dans une escalade de cette violence et avec des comportements qui pourraient être graves à ce moment-là au collège ou au lycée. Mais ce n'est pas quelque chose de linéaire. C'est-à-dire qu'il y a aussi des phases où l'enfant il va explorer des choses. C'est-à-dire que les pulsions d'agressivité, on en a tous, et c'est utile aussi dans des situations d'urgence, de danger. Donc, ce n'est pas forcément à voir comme totalement négatif. Ce qu'il y a, c'est qu'on va devoir apprendre au cours de notre vie à intérioriser un petit peu ces pulsions ou à les sublimer. Donc, comme Noémia, alors vous, ce n'était pas l'agressivité, mais à sublimer la souffrance dans l'écriture. Ça peut être dans le théâtre, ça peut être dans le sport, ça peut être dans les différents arts. Et c'est vrai aussi donc, du côté de la violence, d'accompagner l'enfant aux différents âges à mettre des limites à sa violence et à en faire quelque chose, à la transformer. Mais donc, là, ça va être vraiment l'accompagnement qui sera apporté à l'enfant qui permettra d'éviter que cette violence elle se reproduise par la suite. Est-ce que Noémia, peut-être vous voulez également compléter sur ce point ?
Non, je pense qu'effectivement, vous avez dit l'essentiel. Je pense que voilà, c'est vraiment ce qu'il faut mettre en avant. En fait, je pense pas je vois pas d'autres choses à rajouter. En fait, c'était très complet. D'accord. Écoutez, si vous avez encore d'autres questions, on reste encore disponible quelques instants. A priori, je crois qu'on a répondu à toutes les questions qui nous avaient été transmises. Donc, je tiens à remercier en tout cas Noémia pour ses différentes actions, sa participation sur cette webconférence et de vous être livrée un peu personnellement et puis avec un éclairage, je pense, qui est très utile pour tous les parents qui se posent beaucoup de questions sur ce thème. Et puis remercier Aurélie qui nous a apporté un éclairage aussi assez concret sur des actions à mettre en place et présenter, alors pas dans le détail puisque le temps imparti ne le permet pas, mais des actions de sensibilisation, de formation qu'on peut vraiment vous proposer, qu'on peut accompagner au sein des écoles. Merci Audrey, oui. Effectivement, oui. N'hésitez pas. On sait que les directeurs et directrices aussi peuvent suivre la webconférence, donc n'hésitez pas à demander cette sensibilisation aussi dans vos établissements. Et puis enfin, merci à vous tous qui avez assisté à cette webconférence sur ce sujet très sensible. Donc voilà, plus il y aura de monde aussi, je pense, qui participera à ce type d'action, qui s'y intéressera et plus on pourra tous soutenir les jeunes face à ces situations. Oui, tout à fait, c'est très utile et voilà, merci également à vous tous d'avoir été présents. Voilà, j'étais très contente de participer. Merci. Je vois qu'il n'y a a priori pas d'autres questions et puis quelques remerciements. Donc, on va clôturer cette webconférence en vous souhaitant à tous une excellente soirée et puis peut-être à bientôt sur d'autres thématiques. Bonne soirée à tous. Très bonne soirée à vous tous.